Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va commencer la dernière session de cette journée, session, je dirais, classique dans notre congrès, puisque c'est la vie des services. Et je suis très heureux d'accueillir, que nous accueillons, pardon. Vas-y, c'est bon. Ah, je crois qu'il y avait un souci. D'accueillir François Braun. Je ne sais pas si je dois vraiment présenter notre collègue urgentiste, mais surtout il y a pas très longtemps encore, notre ministre. Oui. Voilà. Et qui maintenant, on a un point commun, moi dans une institution un peu plus petite, mais on est conseiller médical de nos institutions. C'est un nouveau poste qui apparaît peu à peu. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être discuter après. Et j'avais eu le plaisir d'écouter une intervention que tu avais faite à Strasbourg, au congrès de la FHF Grand Est au mois de juin. Et je m'étais dit que ce serait une opportunité de pouvoir t'inviter à cette vie des services. Donc le thème que tu as proposé, je le prends littéralement, c'est santé et politique, je t'aime, moi non plus. Tout à fait. À toi et merci de nous avoir rejoints. Vas-y, c'est bon. Eh bien, allez. Écoutez, merci de m'accueillir et de me donner l'occasion de partager une petite expérience sur justement ce mélange entre santé et politique et finalement pourquoi ça ne fonctionne pas bien. C'est ça la principale interrogation, en tout cas, que je me suis posée en quittant le ministère de la Santé. Alors, d'une façon générale, il est toujours intéressant de regarder un petit peu l'histoire du ministère de la Santé. Je ne sais pas si vous le savez, mais le ministère de la Santé a été créé en 1920, il y a un peu plus de 100 ans simplement. Et dans les suites déjà d'une pandémie, c'était la grippe espagnole. Avant, contrairement à tous les autres ministères, qu'on dit régaliens parce qu'ils existaient déjà sous la monarchie, le ministère de la Santé est très très jeune. Avant cette grippe espagnole, en gros, on laissait les régions se débrouiller, les communes, les hospices. Il n'y avait pas de politique de santé, il y avait des règles d'hygiène, mais pas de politique de santé. Autre grande date, la création de l'assurance maladie, la sécurité sociale, vous savez, c'est 45, Conseil national de la refondation, et puis de la refondation, une erreur, de la résistance. La refondation, on en parlera après. Et puis 2, voire même 3 peut-être dates qui ont un petit peu marqué l'histoire de notre système de santé. Les réformes de Bré de 59, la création des CHU, des non-CHU, la mixité entre l'enseignement, la recherche et le soin. La loi de 70 portant réforme hospitalière qui a créé le secteur privé, finalement, le public d'un côté et le privé de l'autre. Et puis, on pourrait presque aller aussi jusqu'à 2009, cette fameuse loi HPST, qui a en tout cas particulièrement touché l'hôpital, avec ce principe un petit peu de financiarisation de la santé à l'hôpital, avec au début une intention qui était louable, puisque c'est le président Sarkozy qui disait à l'hôpital c'est extraordinaire, tout le monde a pouvoir de dire non et personne n'a pouvoir de dire oui. Et c'est pour ça qu'il avait décidé que le directeur de l'hôpital, dans cette loi, aurait quelque part tout pouvoir, même si on en voit les dérives aujourd'hui. Donc quelques petites dates pour dire que finalement c'est un ministère qui est jeune, c'est un ministère qui a peu de moyens par rapport à ses collègues, et cette jeunesse l'explique probablement. Je vous disais qu'il a démarré en 1920 et il a été arrêté en 1924, justement par faute de moyens. Et ça a redémarré en 1930. Pour juste la petite histoire, pour bien vous imaginiez ça, à poste égal, les grands fonctionnaires du ministère de la Santé, les directeurs d'administration centrale, sont moins bien payés que dans les autres ministères. Et ça va jusqu'au chauffeur. Parce que moi, mon chauffeur avait 300 € de moins par mois que le chauffeur de Bercy. Bon, je vais arrêter là les comparaisons, parce que je vous parlerai des cristaux et de l'argenterie, qui ne sont pas les mêmes d'un ministère à l'autre. Mais enfin, on voit bien qu'on peut taper sur le ministère de la Santé. C'est le plus gros budget de l'État. On le voit avec les discussions du PLFSS, 250 milliards, bon, probablement même 260. Pour autant, c'est un ministère qui est assez pauvre. Alors, d'où vient ce désamour? Alors même que, si on interroge les Français, et ça c'est depuis, c'était même avant les élections présidentielles, la santé apparaît régulièrement comme la préoccupation principale de nos concitoyens. Même après, vous voyez que l'inflation, bien sûr, le pouvoir d'achat, mais la santé est toujours dans le top 3. Quelles que soient les études. On va retrouver en France la santé, préoccupation majeure, avec même
cette publication en avril dans la Tribune qui est inquiétante parce que les Français considèrent que le système de santé va en se dégradant. Donc, non seulement ils sont inquiets, mais en plus, il n'y a visiblement aucun message pour qu'ils puissent se rassurer. Et je l'assume parce que c'est après que je suis passé au ministère, donc visiblement, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Mais ça, c'était sûr. Si on regarde au niveau du monde, parce qu'on peut se dire finalement, les Français sont inquiets, mais le reste du monde aussi. Vous voyez cette enquête d'Ipsos sur ce qui inquiète les citoyens du monde, pour faire simple, eh bien la santé quand même apparaît dans les 6 premiers et on voit qu'il y a un décrochage après en termes de pourcentage, après l'inflation, après la sécurité, mais quand même. Et puis la France n'est pas tellement mieux située que les autres hein, dans cette enquête, vous voyez. On retrouve le chiffre français, on est comme les États-Unis. J'aime beaucoup cette diapositive pour un élément. Regardez le Canada. On met tout le temps le Canada en exemple. Par exemple, dans les déserts médicaux, ils ont soi-disant réglé le problème des déserts médicaux. Eh bien, vous voyez, l'inquiétude des Canadiens sur le système de santé, elle est bien supérieure à celle de la France, comme quoi il faut se méfier de tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Donc, la santé est une préoccupation principale de nos concitoyens en cette année olympique, bien sûr. On peut s'attendre à ce que ce soit donc une des préoccupations principales des politiques. D'ailleurs, ils le disent. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous savez comment on évalue les priorités d'un gouvernement? Vous voyez ça de l'extérieur. Ça s'évalue sur l'ordre protocolaire. Si vous êtes numéro 1 dans l'ordre protocolaire, ça c'est Premier ministre. Numéro 2, eh bien, ça veut dire que c'est une priorité. On retrouve régulièrement les ministères de l'Intérieur, la justice, les armées, etc. Eh bien, moi, quand j'étais ministre, j'étais avant-dernier. Et ce qui est assez fun dans cette période, c'est que derrière moi, il y avait les sports. Donc on était les 2 derniers, alors qu'on allait vers une année olympique. Alors, ce n'est pas forcément si précis que ça, mais quand même. Ça témoigne que dans un gouvernement, peut-être que la santé n'est pas une préoccupation si importante que ça. Alors pourquoi ? Le politique est comme tout le monde, il écoute ce que disent les concitoyens, donc il s'interroge. Regardons déjà dans l'histoire du ministère de la Santé, et ça a dû vous marquer encore récemment, quand est-ce que ce ministère avait un ministre de plein exercice, comme on dit. Ce n'était pas un secrétariat d'État dépendant d'un autre ministre. Frédéric Valletoux, récemment, était secrétaire d'État dépendant d'un autre ministre. J'ai eu la chance d'être ministre plein. Mais si on regarde les différents présidents, et je suis remonté assez loin, quel est leur pourcentage où ils ont considéré que le ministère de la Santé devait être un ministre plein? On n'a pas les, je m'excuse, on n'a pas les diapos. Vous n'avez pas les diapos? Ah zut! Ah, ça c'est embêtant. Ah voilà, on les récupère. Bon, vous avez raté les faits où ça apparaissait, mais enfin tant pis. François Mitterrand, non. François Hollande est le président le plus fidèle. Il a eu déjà la même ministre de la Santé pendant tout le quinquennat, c'est Marisol Touraine, et elle était ministre de plein exercice. Après, vous voyez que les chiffres diminuent. Bon, globalement, on peut dire qu'on n'est plutôt pas trop mal, mais là aussi, quelle importance on donne à un ministère quand on en fait un secrétariat d'État? Maintenant, on dit ministre délégué, mais ça revient exactement à la même chose, et pas un ministre plein. Les politiques sont un peu comme une poule devant un couteau quand on parle de santé, et quels sont un petit peu les éléments qui font qu'ils ont du mal à comprendre. Si on nous mettre un peu dans la peau des politiques, et regardez cet article récent du Monde, parce que si en plus on va chercher les journalistes, c'est intéressant puisque, je vous le disais, la santé est la préoccupation principale des Français, et là c'est le budget et l'éducation qui sont les urgences pour cet article qui est par ailleurs très très bien. Et puis, rapidement, les politiques s'amusent aussi à faire les journalistes s'amusent aussi à faire de la politique. J'y reviendrai après, c'est pas le plus intéressant. Donc essayons de nous mettre à la place d'un politique. Et puis essayons de voir comment un politique voit les médecins, en tout cas de l'expérience que j'ai eue. Comment le politique voit le médecin? Le médecin, c'est un homme barbu, déjà, de principe. Mais il y a de tout. Il y a Pasteur et il y a les autres. Mais quand même, il faut simplifier les choses. Alors le médecin, déjà, c'est quelqu'un de pénible, parce qu'il est sans arrêt attaché à un espèce de serment, et dès qu'il y a un truc qui ne lui va pas, il dit « c'est le serment d'Hippocrate, c'est pas éthique ». Et puis, schématiquement, et je vous jure que je n'exagère pas,
Il y a les médecins qui sont là pour faire de l'argent, il y a les médecins qui se prennent pour Dieu, et il y a les médecins qui se prennent pour des saints et qui sont totalement dévoués. C'est assez basique, hein, la vision du politique par rapport à la vision du médecin par le politique. Mais je vous garantis qu'on est quand même dans cette logique-là, même si je force un peu le trait. Puis le médecin, il aime la lumière. Hein. Vous voyez, là, c'était pendant le Covid, plateau de télé. Bon, la blague de l'époque, c'était de dire, si vous voulez appeler le 15, faites plutôt le standard de BFM, tous les médecins y sont. Ce n'était pas totalement faux. Le problème, c'est que tout le monde dirait la même chose, ce serait simple. Mais chacun contredit ce qu'a dit l'autre, même si c'est dans des détails, mais en tout cas, c'est très perturbant pour le politique, puisqu'on parle du politique. C'est une espèce de mélange de tribus totalement incompréhensible. Vous voulez prendre une décision dans le domaine de la santé, il faut demander aux syndicats professionnels, aux sociétés savantes, aux ordres, aux fédérations. C'est infernal. Regardez, une décision est prise, par exemple là en ce moment, la ministre a annoncé la diminution du ticket modérateur. Et regardez, tout le monde répond. Et souvent pas d'une seule voix. Diversité d'acteurs, diversité de partenaires, avec qui on va travailler, ce deal politique. Compliqué. Le médecin a toujours tendance d'être enfermé sur lui-même, de ne pas accepter la doxa politique définie par le ministre de la Santé. Ils se tapent dessus entre eux, mais dès que quelqu'un extérieur vient dire quelque chose, il y a une coalition de tout le monde médical pour taper sur le pauvre qui a dit quelque chose ou qui a fait une critique. Là aussi, ça a l'air d'être exagéré, bien sûr c'est exagéré, mais imaginez-vous que c'est bien comme ça que le politique voit le monde médical, le monde de la santé, je dis médical, mais c'est le monde de la santé en général. En plus, ils ont une langue qu'on ne comprend pas, comme on peut dire que la langue politique, on ne la comprend pas, c'est vrai, mais en tout cas, ça va dans ce sens-là. Et puis surtout, il y a un problème avec les médecins, c'est que 1 + 1 ne fait jamais 2. Or ça, pour un politique, énarque a fortiori, polytechnicien, je dis ça entre parenthèses, on est entre nous, c'est incompréhensible. Moi, on m'a demandé des tableaux Excel sur l'évolution du système de santé, que je n'ai pas fait. Disons que le système de santé ne se résume pas à des tableaux Excel. Et on voit bien, j'ai repris cette interview dans Le Monde, vous allez dire, j'ai dit beaucoup Le Monde, oui, c'est vrai, j'avoue, mais qui était reprise de la Première ministre, après qu'elle ait quitté le gouvernement. Vous voyez leur préoccupation. J'ai mis 65 milliards d'euros en plus, et ça ne marche toujours pas. C'est incompréhensible. Politique, s'il met de l'argent, ça doit marcher. Donc forcément, le dialogue est compliqué. J'y reviendrai après, mais une des causes principales de ces difficultés de compréhension entre le politique et la santé, c'est la temporalité. La temporalité de la santé n'est pas la temporalité du politique. Malheureusement, le politicien d'aujourd'hui, mais j'y reviendrai, je vous le dis, sa temporalité, c'est la prochaine élection. La santé, vous prenez des décisions, je parle en particulier de la prévention, ce sera efficace dans 10 ou 15 ans. Et ça, c'est majeur. Si on n'intègre pas ce problème de temporalité, on n'arrivera pas à discuter avec les politiques. En plus, quand on s'intéresse à la santé d'une façon globale, ça c'est la définition de l'OMS que vous connaissez tous, c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut le bien-être mental, le bien-être social pour de la santé. L'impression de dire qu'est-ce qui se passe. Et puis alors, le principe du politique aussi, c'est de transformer quelque chose qu'il voit comme chaotique en quelque chose de très organisé. Et pour toutes les raisons que je vous donnais tout à l'heure, organiser le monde de la santé, c'est compliqué. Allons encore plus loin. Le climat, les changements climatiques, l'impact sur la santé, c'est on ne peut plus complexe. Comment voulez-vous que le politique intègre ça? Alors, pour la petite histoire, là aussi, quand je suis arrivé au ministère, une des premières discussions en interministériel, je disais, mais tiens, en fait, ce qu'il faudrait, c'est un ministère One Health. Parce que la santé animale, la santé des végétaux, tout ce qui concerne l'écologie, la santé humaine serait intéressant. On m'a dit, ça existe déjà. J'ai dit, ah bon? On m'a dit, ça s'appelle Matignon. Donc dans ce cas-là, vous dites bien, et vous changez de sujet parce qu'on sent que ça devient délicat. En tout cas, je n'ai jamais senti cette préoccupation One Health nulle part au niveau politique. Alors, la tentation, elle est forte. Hein. Devant tout ça,
On va peut-être aller voir ailleurs. Et finalement, même si c'est une priorité pour les Français, ce n'est pas forcément une priorité pour les politiques. Et même si le premier d'entre eux, le président de la République, s'investit, et ce qui a été le cas quand j'étais au ministère, et j'en étais ravi, il s'investit dans le domaine de la santé parce qu'il sent que c'est important. Vous voyez comment le monde politique peut réagir, en disant de quoi il se mêle. Ce n'est pas dans la Constitution que le président se préoccupe des déserts médicaux. Oui, si je peux vous interrompre, c'est marqué dans la Constitution que l'accès à la santé, le droit, voilà, c'est dans le préambule de la Constitution. Voilà. Donc, je vous livre. Madame Borne, elle devrait relire le préambule de la Constitution. Ça, je vous laisse cette remarque. Parce que là, elle passe pas le concours Léna, là. Pourtant, le politique, il aime les docteurs, d'une façon générale. Il a envie d'être bien avec les docteurs. Alors pourquoi? Ben, vous voyez, c'est Jean-Louis Touraine, médecin, député, homme politique et pas politicien, je vous dirai un peu la différence tout à l'heure, qui dit, bah oui, le médecin, il a un capital sympathie, une notoriété locale qui assure un socle électoral. Ne soyons pas aveugles là-dessus. Alors, c'était vrai. Je vais vous montrer que c'est plus tellement vrai. Après, pourquoi les médecins font de la politique? Alors là, on se cache tous derrière la santé publique. Je m'engage pour faire de la santé publique. Bon, vous aurez des politiques tout à l'heure, vous leur poserez la question, mais je ne suis pas certain que ce soit la motivation principale. Jusqu'à il y a encore peu de temps, les médecins, professionnels de santé, on met médecins, pharmaciens, globalement, représentaient 4%, 4,5% des députés et des sénateurs, des parlementaires d'une façon générale. Ça, c'est aujourd'hui. Sur 577 députés, 12 médecins. 2%. Et on nous parle de pouvoir médical. Et on nous dit que c'est les médecins qui empêchent de faire la politique de santé, qu'il y a un lobbying extraordinaire. Arrêtez, 2% du Parlement. Ce n'est pas avec 2% qu'on fait du lobbying. Donc là aussi, fausse information, en tout cas fausse croyance, et vous verrez qu'il y en a d'autres. Alors, essayons maintenant de changer d'habit, c'est-à-dire comment les médecins, d'une façon générale, voient le politique. C'est cruel. Là aussi, il y a différents hommes politiques, des qui ont une vision à long terme, des qui ont une vision plus à court terme. Le politique, il cause beaucoup, beaucoup trop. Lui aussi a un langage particulier. Et j'aime beaucoup cet extrait tiré du fil de l'épée de De Gaulle, avant qu'il soit De Gaulle que tout le monde connaît. Aucun de ceux qui accomplirent de grandes actions ne les ont dirigés dans le bavardage. Donc on peut reprocher justement aux politiques, et on reproche aux politiques ce bavardage. On n'arrête pas de dire que les députés ne font rien, que les fonctionnaires ne font rien, alors que nous, dès les internes, on travaille comme des fous, on n'arrête pas. C'est pas vrai. Tout le monde bosse. Il y a des choses qui peuvent nous sembler inutiles, mais globalement, tout le monde bosse. Et puis, il y a l'hôpital-entreprise. Cette fameuse loi HPST, ce financement à l'activité, sur lequel, bien entendu, il faut revenir, et cette impression, en tout cas pour les soignants, que l'hôpital n'est là que pour faire de l'argent. Ça marche d'ailleurs tellement bien que 50% des hôpitaux et des cliniques sont déficitaires. C'est donc que le système, quelque part, n'est vraiment pas fait pour faire de l'argent. Et la conclusion, elle est là. C'est quand on creuse un petit peu, et je pourrais vous donner d'autres détails, le médecin n'est pas plus pertinent que le grand public pour juger du politique. Et globalement, il a les mêmes clichés et les mêmes idées sur le politique qu'ont l'ensemble de nos concitoyens. Alors il faut l'intégrer quand vous êtes de l'autre côté, parce que c'est avec cette vision-là que les médecins viennent vous voir, que les syndicats médicaux viennent vous voir. Ils viennent vous voir en disant « ça ne marche pas, c'est une honte ». Que faites-vous? Que fait le ministère? Le ministère, il ne fait rien. Le ministère, il est à l'os. Il a déjà du mal à gérer le courant. Il est préoccupé, allez, il est totalement mobilisé 3 à 4 mois par an sur le PLFSS, qui revient tous les ans. Donc j'expliquais aux syndicats médicaux, je leur disais, mais venez avec des propositions. Venez pas qu'avec des problèmes. On ne les résoudra pas. Là aussi, vision dans le journal international de médecine, hein, en gros, les politiques, ils n'y connaissent rien à la science. Voilà, la santé, rien du tout, ils n'y connaissent rien à la science. Au point que les sociétés savantes académiques de France, il n'y a pas que les médecins, disent il faut vraiment qu'on mette un scientifique à côté de chaque politique, parce que comme il ne comprend rien, il fait n'importe quoi.
Drôle de vision qu'on a quand même de personnes qui ont des responsabilités plutôt élevées. Alors, est-ce que ces deux visions sont réconciliables? Est-ce que finalement, on peut trouver des voies de passage sur ces deux mondes entre santé et politique? A-t-on besoin au ministère de la Santé d'un technicien, d'un politicien ou des deux? Alors ça, c'est des articles que j'ai récupérés après avoir quitté le ministère, heureusement, parce qu'ils ne me font pas de cadeaux. Mais bon, vous avez des gens qui vous trient les articles, comme ça, vous arrivez à garder le moral pendant un certain temps. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que Le gueule de cinéma. Le ministre de la Santé... Oui, le gueule de cinéma, c'est sympa. Ça, bon. Mais après, en gros, c'est qu'est-ce qu'il est mauvais, quoi. Pour regarder la deuxième partie, ça tape un peu plus. Apathy était plutôt sympa. En tout cas, est-ce que je suis certain qu'il ne faut pas que le ministre soit un technicien énarque, un politicien énarque, tout ce que vous voulez dire, grand fonctionnaire, et qu'il soit entouré de grands fonctionnaires. Il ne faut pas que ce soit un médecin et qu'il soit entouré de médecins. Soit c'est un médecin, mais il doit être entouré, ça j'en suis maintenant persuadé, de politiques, de grands fonctionnaires, puisqu'il y a des gens extrêmement brillants dans ce milieu. Soit c'est un politique et il faut qu'il soit entouré de médecins et de professionnels de santé. Ça, c'est à peu près la seule certitude que j'ai à l'issue de cette année de réflexion. Je salue Qualifié. Toute la question de la société civile. Faut-il que, on va parler que du ministère de la Santé, le ministre soit issu de la société civile? Vous trouverez des gens pour, vous trouverez des gens contre. C'est normal que j'ai mis plutôt une tribune de quelqu'un qui était pour. Je reste intimement persuadé qu'il faut des gens de la société civile dans les ministères, à des postes à responsabilité, pour ne pas être complètement déconnecté de la réalité. Pourquoi? Ça, c'est un petit jeu que je m'amuse à faire. J'ai piqué cette diapo à Gregory Sioton. Gregory Sioton, c'est le pape américain de la médecine de catastrophe. Il était sur les tours du World Trade Center, il était sur l'attentat de Boston, et on a fait quelques topos ensemble sur la médecine de catastrophe, et on expliquait un petit peu ça, la vision de catastrophe, qui, à mon sens, s'applique très très bien à la politique. Vous prenez une boîte en carton, vous mettez un cône dedans, un cône de chantier, ce que vous voulez. Vous faites un trou sur le côté, et vous demandez au docteur de dire ce qu'il voit. Vous faites un trou sur le dessus, vous demandez à l'énarque, au politique, de dire ce qu'il voit. Eh bien, il y en a un qui va vous dire « je vois un triangle » et l'autre qui va vous dire « je vois un cercle ». Et si vous n'avez pas cette vision par les deux côtés, vous ne saurez pas ce qu'il y a dans la boîte. Vous ferez un mauvais diagnostic. Et je pense qu'avoir cette capacité, nous avons ici un cardiologue en particulier qui l'a, d'avoir et une vision politique et une vision de professionnel de santé, c'est indispensable pour arriver à trouver au moins des solutions, mais en tout cas pour savoir dialoguer avec ces deux mondes que sont le monde politique et le monde de la santé. Alors, dans tout ça, on entend aussi chez les professionnels de santé ce que j'ai appelé des fake news. Il y en a deux pour moi qui sont principales. Il faut absolument leur tordre le cou. La première, c'est on dit, en ce qui concerne le budget, c'est Bercy qui décide. Alors moi, c'était Bruno à l'époque, je suis désolé, donc j'ai laissé Bruno. C'est faux. Je suis obligé de vous dire que c'est faux. Bercy a un rôle qui est le rôle de surveiller les finances du ménage. Il faut quelqu'un pour le faire. Vous ne pouvez pas forcément acheter la nouvelle voiture en même temps que la nouvelle maison, j'exagère. Donc il y a des priorités. Et ces priorités, elles sont définies par ce qu'on appelle des réunions d'arbitrage qui se font à Matignon avec normalement le ou la Première ministre, et où chacun apporte ses arguments pour obtenir des dépenses supplémentaires. On vient rarement proposer des réductions, on vient plutôt demander des sous. Eh bien, en face, vous avez le budget qui dit si on fait ça, on ne peut pas faire ça, etc., etc. Moi, j'ai gagné des arbitrages, j'ai perdu des arbitrages. Quand j'ai gagné des arbitrages, j'étais très content de moi. Quand j'ai perdu des arbitrages, j'ai jamais été dire c'est la faute de Bercy. J'ai perdu des arbitrages, probablement parce que je n'ai pas assez bien défendu et apporté d'arguments. Donc je crois que ça, il faut aussi l'avoir en tête. Un ministre, il a un réel pouvoir dans les choix qui sont faits en termes de finances. Bien sûr, les parlementaires derrière sont quand même eux qui votent les lois de finances in fine, mais la répartition dans tout ça, ça reste le boulot du ministre. Deuxième fake news, les administrations décident de tout.
oui, si vous n'êtes pas sur leur dos. Il y a de très bonnes administrations militaires de la santé. Bon, il y en a probablement trop, je vous le dirai après. Mais si vous êtes sur leur dos, ils font le job. Mais il faut être sur leur dos. Moi, je voyais toutes les directions, toutes les semaines, le lundi matin, et on faisait le point. Et quand je leur avais demandé quelque chose la semaine avant, la semaine d'après, je leur demandais si c'était fait. Et ça avance. Quand j'ai poussé pour le décret d'application de la loi RIST sur l'intérim médical, pendant un mois, alors je n'étais pas là tous les soirs, mais c'était la directrice de cabinet sinon, nous avions à 18h toutes les ARS en visio pour faire remonter les problèmes, les régler à la racine, etc. Quand vous tenez les rênes courtes, les administrations, elles appliquent la politique que vous voulez appliquer. C'est sûr que si vous lâchez tout, ça tourne un peu en roue libre. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de retenir un petit peu de tout ça? Je vous ai mis plein d'infos, mais essayons de voir. La temporalité. La temporalité, je le redis, c'est la chose essentielle. L'homme politique a une temporalité à long terme. Le politicien a une temporalité à sa prochaine élection. Et c'est dramatique. La santé a forcément une temporalité à long terme. Je vous invite à lire ce livre, qui reste pour moi un livre remarquable si vous ne l'avez pas lu. Giuliano d'Ampoli, c'est celui qui a fait récemment le cardinal du Kremlin, vous en avez peut-être entendu parler. Les ingénieurs du chaos, c'est extraordinaire. Il parle de l'ère des selfies, de l'ère des réseaux sociaux, du fait qu'il n'y a plus de réflexion et qu'en fait, on va dans le sens du vent en voyant le nombre de likes plutôt que de réfléchir. C'est ça le politicien actuel. Et politicien, pour moi, n'est pas un mot forcément sympathique. Je préfère homme politique, qui, lui, se projette sur du temps long. Et si vous n'intégrez pas cela, quand vous allez proposer quelque chose à un politique, au sens large, ben vous allez vous casser la figure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, moi, je l'ai compris probablement un peu tard, c'est que même si vous avez une vision à long terme, il faut proposer des jalons à court terme pour que la personne en face de vous, qu'il soit Premier ministre, président, tout ce que vous voulez, puisse dire au bout de 6 mois, regardez, la décision prise, ça marche, voilà des premiers résultats. Puis à 1 an, puis à 2 ans. Même si c'est pour travailler sur 15 ans. La notion de temporalité, elle est essentielle. Et puis les réseaux sociaux, c'était avant les élections européennes. Je me suis amusé à les regarder, les gens dont on parlait. Bon, Bardella, je n'en parle pas, des millions de gens qui le suivent. Le président de la République un peu plus. Pourquoi j'étais voir le président de la République? Parce que quand j'ai tapé Valérie Hayek, qui était la tête de liste, vous voyez, c'était « ce compte est introuvable ». Donc ça interpelle quand même sur la façon dont on joue avec ces outils de communication. Alors, cette temporalité dit aussi que ce qui est vrai un jour ne l'est plus le lendemain. Le numerus clausus 71, souvenez-vous, il était porté par les médecins. Maintenant, on dit les politiques, c'est une honte. Non, non, non. C'est les médecins qui, en 71, ont dit on veut un numerus clausus parce que vous allez faire trop de docteurs. La fin de l'obligation des gardes, de la médecine libérale, 2002, on est en train d'en reparler là. Eh bien, pourquoi en 2002? Ça semblait tout à fait normal. Les médecins sont des gens comme les autres. Ils ne sont plus taillables et corvéables à merci. Ils ne sont plus dérangeables toutes les nuits, tous les week-ends. En tout cas, ça partait d'un bon sentiment. La liberté d'installation, je ne vais pas en reparler parce que bon, le sujet est assez vaste. La problématique des salaires, oui, il y a une problématique des salaires. Oui, il y a une problématique, pas que des salaires, des rémunérations d'une façon générale. En tout cas, ça vient souvent en avant. Alors, les salaires des IDE et des AS, on pourrait revenir dessus, oui, ils sont trop bas par rapport au niveau d'études et au travail. Mais on me disait souvent, c'est une honte, les médecins généralistes, ils gagnent 3 fois plus leur vie, 3 fois mieux leur vie en Suisse qu'en France. Les médecins d'une façon générale. Je vous invite à aller regarder un travail qu'a fait l'OCDE qui compare ça au salaire moyen en Suisse et en France, puis dans d'autres pays. Le salaire moyen en Suisse est 3 fois le salaire moyen en France. Pour tout le monde, pour toutes les professions. Donc le salaire moyen du médecin en Suisse, il est 3 fois le salaire du moyen en France. Mais la vie est beaucoup plus chère en Suisse. Donc effectivement, ça favorise les frontaliers. Mais quand même, voyons toujours les choses. La tarification à l'activité à l'hôpital, ce fameux PMSI, tout ce qui va derrière, bon, on en voit, pas la peine de faire un détail, on en voit les effets néfastes aujourd'hui, la course aux actes rentables. Bref, on ne parlera pas du problème public-privé. La loi HPST, on en a dit un mot tout à l'heure, il faut une personne capable de dire non à l'hôpital, c'est le directeur, on en voit les limites aujourd'hui, le directeur ne peut pas être omnipotent dans toutes les décisions qui sont prises
au niveau de l'hôpital. Et je mets dedans les dérives de l'intérim médical. L'intérim médical est une bonne chose. Parce que j'ai combattu, ce sont ces dérives. Parce que quand vous avez un médecin qui se fait payer 5 000 € pour 24 heures de garde dans un service d'urgence d'une clinique du Grand Est, je trouve ça inadmissible. Bon. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on va me dire demain, c'était une erreur, il fallait laisser libre le marché. Deuxième idée qu'il faut garder en tête, nous sommes formés, nous, médecins, professionnels de santé, à la culture du doute. On doute tout le temps. On doute parce que le patient devant nous, ce n'est pas exactement ce qui était dans les livres, parce qu'on se pose des questions. Et bien ça, jamais avec un politique. Le politique, comme le sportif de haut niveau, ne doute pas. En tout cas, n'exprime jamais ses doutes. Donc, allez exprimer vos doutes devant un politique, c'est, dans le meilleur des cas, passer pour un peu compétent, et dans le pire des cas, passer pour un imbécile. Donc là aussi, n'allez jamais dire, bon, il faudrait faire ça, mais peut-être qu'il faudrait faire plutôt comme ci ou comme ça. Non, vous allez discuter avec un politique, vous dites les choses, il faut faire comme ça. Ne pas exprimer le doute, très difficile pour nous, parce qu'on est quand même vraiment formés à ça. Alors, a-t-on pour autant des raisons d'être optimiste, après tout ce que je vous ai décrit sur ce mariage politique et médical? Est-ce que nous sommes aujourd'hui face à une crise? Crise qui touche, si on parle de crise, l'ensemble des systèmes de santé du monde. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, regardez l'Angleterre, regardez ce qui se passe aux États-Unis, il se passe la même chose au Japon, même si on n'en parle pas, il se passe la même chose au Danemark, on donne toujours comme un super exemple de système de santé, ils ont des grosses difficultés, ça touche tout le monde. Donc si crise il y a, c'est une crise mondiale. Et d'ailleurs, l'OMS dit qu'on manquera dans quelques années de près de 15 millions de soignants à travers le monde. Est-ce que nous sommes à l'aube d'une révolution? Ou est-ce que ce n'est pas simplement une mutation actuelle de notre système de santé? Et moi, je suis persuadé qu'on est dans cette logique de mutation. Alors, ce n'est pas à vous que je vais dire que si on ne fait pas le bon diagnostic, le traitement ne peut pas être adapté. Et il est important de nous sortir de la tête cette idée de crise. Parce que les crises, on n'est pas plus idiots que les autres. Les crises, on sait faire. On a su faire face au Covid. Puis vous prenez n'importe quel truc de formation, bouquin, vous allez trouver plein de bouquins qui vous expliquent comment gérer une crise. Et puis si nous, on est idiots, les autres pays, ils ne sont pas forcément idiots. Ils devraient pouvoir gérer cette crise. La principale différence, c'est qu'une crise, ça se gère avec des mesures conjoncturelles. Alors qu'une mutation, elle est inéluctable. Quoi que vous fassiez, le système va muter. Et il va muter parce que notre société est en train de muter. Le rapport au travail n'est plus le même, quelles que soient les professions. Vouloir être arc-bouté sur le fait qu'on va dire on veut imposer l'installation des médecins, ils trouveront autre chose, mais ils n'iront pas s'installer où ils ne veulent pas. On veut faire travailler les médecins 3 fois plus, mais non, ils ne travailleront pas 3 fois plus, quoi que vous fassiez. Donc acceptons un petit peu cet état de fait, et les mutations, je vous rappelle ce que disait Darwin, c'est que ce n'est pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent. Ce sont ceux qui sont capables de s'adapter. Adaptons notre système de santé à ce changement de société. Arrêtons d'être arc-boutés sur des principes excellents, remarquables, mais qui datent de 1945, voire de 1920. Il faut accepter d'évoluer. Et dans toute évolution, dans toute mutation, il y a des gènes qui ne sont pas bons, qu'il faut éliminer. Accompagnons les bonnes mutations, luttons contre les mauvaises. Un exemple, ce qui pour moi est une mutation excellente, le transfert de compétences vers d'autres professionnels de santé, les infirmières en pratique avancée. Voilà des mutations qu'il faut accompagner, accélérer, parce qu'elles vont dans le bon sens. Des mutations qui ne vont pas dans le bon sens, la financiarisation excessive, je dis bien excessive, du système de santé par des groupes, pour le coup on n'est plus du tout souverain, ou des fonds de pension de X ou de Y. On voit ce qui se passe avec la biologie, qui est en train de se passer avec la radiologie, avec la NAPAT, avec les soins primaires et les urgences, avec ces centres de soins immédiats non programmés. Donc attention, ce n'est pas parce que je ne me lave pas les mains en disant « mais c'est une mutation, on ne peut rien faire, il n'y a qu'à laisser faire ». Non, au contraire. C'est une mutation, il faut être plus vigilant. Et dès qu'il y a un gène déviant, il faut lui taper dessus. Et par contre, aider ce qui marche bien. Le contexte, vous le savez, une raréfaction de l'offre, une augmentation des besoins. Mais la raréfaction de l'offre
ce n'est pas qu'on a moins de médecins. On n'a jamais eu autant de médecins en France. Regardez le rapport du Conseil de l'Ordre. Mais par contre, on n'a pas assez de temps médical. On n'a pas assez de temps de soins. Là où un médecin travaillait 80 heures par semaine, maintenant, et c'est logique parce que c'est au niveau de la société, il travaille 54 heures, je crois, en moyenne, un médecin généraliste. Et ils vont travailler moins demain. Donc ce n'est pas forcément une question de nombre, c'est une question de temps. L'augmentation des besoins, je ne vous fais pas le dessin, le vieillissement, l'augmentation des pathologies chroniques, les meilleurs traitements. Maintenant, vous sauvez les infarctus, c'est affolant. Bon, vous avez créé pas mal d'insuffisants cardiaques. Mais bon, maintenant, on va sauver aussi les insuffisants cardiaques. Donc finalement, on garde les gens plus longtemps en vie. On a des traitements extraordinaires qui permettent de soigner des maladies qu'on ne pouvait pas soigner avant. Et je ne parle pas que des cancers. Face à cette problématique, si on continue à raisonner sur l'offre de soins, et il y a toujours une direction de l'offre de soins au ministère, on se trompe. Le problème n'est pas l'offre de soins. Le problème, ce sont les besoins de santé de la population. Et je vous disais que tous les pays, quasiment tous les pays, sont en difficulté par rapport à leur système de santé. Eh bien, quand j'avais discuté avec mes homologues au niveau de l'Europe et au niveau du G20, on était tombé d'accord sur une chose, c'est que tous nos systèmes de santé ont été construits sur l'offre de soins dans les années 70. On crée de l'offre de soins et on considère que ça répond aux besoins. Alors, basé sur l'offre de soins, ça veut dire aussi qu'on est concurrentiel les uns vis-à-vis des autres. Et puis maintenant que cette offre elle est moins puissante et que les besoins ont augmenté, ça ne répond plus du tout. L'idée serait plutôt de reconstruire un système de santé sur la réponse aux besoins. Qui, dans son secteur, s'est intéressé pour aller voir l'état de santé de la population, territoire par territoire, commune par commune. Il se rendra compte que les problématiques de besoins de santé du quart nord-est ne sont pas du tout les mêmes que dans le Pays basque, pas du tout les mêmes qu'en Bretagne. Et que vouloir à tout prix une politique nationale qui dit, je ne sais pas, demain, tiens, la grande cause nationale, ça va être, je ne sais pas, par hasard, la santé mentale. Est-ce que c'est vraiment un problème partout? Non, il y a des endroits où c'est bien organisé. Donc revenons à une logique de réponse aux besoins. Et n'oublions jamais, là aussi, les aspirations des professionnels de santé. Parce que les professionnels de santé aujourd'hui ont des aspirations qu'il faut entendre si on veut les maintenir dans le travail. Et on voit bien ce qui se passe avec tous les gens qui quittent l'hôpital. Alors, quelques pistes, mais vraiment quelques pistes. La territorialisation de la santé, c'est ce qu'on avait voulu faire avec le Conseil national de la refondation. Ça a marché. On a fait plus de 1000 réunions avec une analyse, tout le monde autour de la table, le politique, les professionnels de santé, les patients, et une analyse des problématiques locales. Heureusement, des communes, et j'en connais en Moselle, se reposent cette question. Et j'ai un groupement de communes qui est venu me voir, on a discuté, ils vont refaire un CNR dans leur commune pour mieux répondre à ces besoins. Mais on est encore loin. 135 GHT, plus de 1000 CPTS. Donc comment voulez-vous qu'on ait une certaine logique dans tout ça? Alors est-ce que les GHT sont trop gros? Est-ce que les CPTS sont trop petites? J'en sais rien. Mais c'est un peu compliqué quand on dit qu'il faut faire travailler la ville avec l'hôpital d'avoir cette discordance. Et c'est mal vu par nos collègues libéraux qui disent « Attendez, l'hôpital, vous gérez 6 CPTS, donc c'est vous le patron, donc machin, enfin je vous fais pas le truc, c'est archi connu. » Deuxième réflexion, la gouvernance. On en parlait avant cette présentation. Les ARS doivent être en soutien et non pas en censeur. Ça, c'est une des conclusions du CNR et malheureusement, elle n'est pas sortie suffisamment. Les ARS sont là pour aider les solutions qui émergent localement, pas pour leur dire « vous ne répondez pas à l'alinéa 4 de l'article machin, du truc bidule ». Ça ne marche pas. Les ARS doivent être en soutien. Il faut plus médicaliser la gouvernance des établissements de santé. On pourra y revenir sur les missions tandem dont on parlait. À l'hôpital, c'est bien beau, les pôles. Quand vous avez des pôles qui mettent des carottes avec des choux, ça ne marche pas. Il faut revenir à l'unité de base, c'est le service. Et le service peut travailler en interservice, peut faire des coopérations entre services, peut faire plein de choses au niveau du service. Mais arrêtons de vouloir transformer des chefs de pôle en directeurs d'hôpital. En tout cas, c'est ma conviction. Dans tout ça et dans la gouvernance, quel est le rôle de l'État? Moi, je suis un inconditionnel de cette doctrine un peu militaire. Face à un problème, il y a une doctrine, il y a une stratégie, il y a une tactique. La doctrine, elle est définie par l'État. C'est le rôle de l'État de dire « nous allons prendre en charge
tel type de pathologie. Nous allons faire des filières spécifiques. Les gens en France meurent trop de cancer du sein. C'est une honte. Il n'y a que 60% de la population qui a du dépistage. C'est une grande cause de santé publique, etc. Ça, c'est le boulot de l'État. La stratégie, c'est comment on adapte la doctrine dans les territoires. Et on revient au niveau des territoires. Et enfin, la tactique, c'est au niveau du territoire, une fois qu'on adapte la doctrine, eh bien, comment on l'applique sur le terrain. Et ça, il faut laisser faire les professionnels. Ce n'est pas à vous qu'on va aller dire comment on doit tourner vos salles de choraux. Voilà. Ce n'est pas à vous qu'on va aller dire il vous faut 2 salles de choraux. Non, c'est vous qui allez dire qu'en fonction de l'activité, il vous faut 3 salles de choraux et pas 2. Voilà comment, idéalement, ça devrait fonctionner. La place de la CNAM, des CEPAM, j'ai mis ça voilà, juste pour rappeler que la CPAM, la Sécurité sociale, est une direction du ministère de la Santé. Ce n'est pas un deuxième ministère. Mais on voit toutes les difficultés qu'il y a d'avoir d'un côté les consommateurs et de l'autre côté les payeurs. Là aussi, il y aurait besoin probablement de faire un petit peu le ménage. Je vous passe, on en reparlera si vous voulez, le triumvirat du directeur médical, du DG et du président de CME, mais dans des gros établissements, je reste persuadé que c'est une bonne solution. Alors, il faut réformer, oui, bien sûr, le financement du système de santé. La T2A, tout T2A, ça ne peut plus fonctionner. Tout à l'acte, je suis désolé de le dire à mes collègues libéraux, ça ne peut plus fonctionner. Il faut une responsabilité populationnelle. Il faut réformer la recherche et l'innovation. Il y a un très bon rapport qui est sorti là-dessus. Les métiers, les carrières, pour avoir plus d'attractivité. On parlait tout à l'heure de l'évolution de la profession d'infirmière, fait partie un petit peu de tout ça. Il faut imaginer ce qu'est la galaxie de la direction de la santé d'une façon générale. Et je ne vous ai pas tout mis. Vous avez le ministère de la Santé et de la Prévention quand j'y étais. Vous avez ces directions. Et vous avez les agences. C'est infernal. Le ministère de la Santé s'est fait diminuer en une dizaine d'années de 50% ses effectifs au ministère de la Santé, avenue de Ségur. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme astuce pour continuer à pouvoir bosser? On a créé des agences qui, elles, par contre, ont moins de problèmes d'effectifs. Alors, vous avez la HAS, vous avez Santé publique France, vous avez tout ce que, des hauts conseils de tout ce que vous voulez. Mais c'est le même capharnaüm que les professions médicales dont je vous parlais tout à l'heure. Quand je suis arrivé, pour la petite histoire, assez rapidement, j'ai été dans le PLFSS. J'ai été invité par Gabriel Attal, qui était ministre du Budget, parce que je réclamais des postes de fonctionnaires supplémentaires au ministère. Et en particulier pour la communication du ministère. Je voyais que le ministère ne communiquait pas, et on me dit, bah oui, mais on n'a que 8 personnes au service communication du ministère de la Santé. 8. C'est moins qu'un CHU, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je suis allé très fier en disant, voilà, il me faut des postes, machin. Et j'ai eu la réponse de Gabriel, qui avait bien préparé son truc en face, qui me dit, mais tu as près de 50 personnes pour la communication. J'ai dit, comment ça, j'ai 50 personnes? Ben oui, il y en a 10 à la HAS, il y en a 15 à la CNAM, il y en a, etc., etc. Donc, vous voyez un petit peu cette espèce de galaxie, elle ne peut plus fonctionner, ce n'est pas possible. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait une décision, des applications par des directions. Je ne dirais pas quelle agence, ni le ou la directrice que j'ai eu en face de moi, qui, sur un sujet qui nous opposait, me dit « Monsieur le ministre, nous sommes indépendants ». Je lui dis « Monsieur, madame », je n'irai pas plus loin, je ne vous dirai pas qui c'est, je dis « Tant que c'est moi qui vous paye, vous n'êtes pas indépendant. Votre avis est indépendant, mais vous n'êtes pas indépendant. Il y a besoin de remettre un petit peu les choses dans le bon ordre. » Alors simplifier, on l'a dit, cette usine à gaz de la santé est infernale. Et puis quelque chose dont maintenant je suis persuadé, c'est que pour simplifier, pour accompagner cette mutation, pour être dans une temporalité qui tient la route, il nous faut une loi de programmation de santé. Et j'en parle devant le sénateur Khalifé, je sais qu'on partage le même avis. On ne peut plus, tous les ans, revenir sur le PLFSS, faire en fait du conjoncturel tous les ans, face à une situation qui réclame des réformes structurelles. Et ça, si on n'a pas une loi de programmation de santé, on n'y arrivera pas. Voilà, juste cette diapo pour terminer et dire qu'un ministre, il n'est pas tout seul. Ça, c'était mon équipe rapprochée. Vous voyez qu'il y a un petit peu de monde. Mais j'ai trouvé dans cette équipe des conseillers avec un niveau intellectuel remarquable et une vision particulièrement humaniste de la santé. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut absolument continuer cette mixité
entre un professionnel de santé et des énarques et des politiques, parce qu'on a besoin d'eux si on veut accompagner cette mutation du système de santé. Je vous remercie. Merci. Écoutez, d'abord, on est très émus. L'agenda et les horaires donc, sont assez serrés. On va peut-être limiter les questions, mais d'abord, on voudrait vous remercier de votre présence et de votre témoignage. On vous a eu au moment du livre blanc du CNCH. Ouais, je ne pouvais pas dire tout ça. Voilà, donc je ne savais pas dire tout ça. Mais non, effectivement, en plus, donc c'est entre guillemets c'est off et on est très heureux d'avoir ces échanges. Alors juste en réflexion par rapport, si je peux me permettre, des réflexions par rapport à ce que vous avez dit, parce que on partage nous un petit peu au quotidien ces réflexions-là dans notre terrain et elles sont nombreuses. Alors moi, il se trouve, moi, sur la fin de ma carrière, moi j'ai fait un master de santé publique à Sciences Po avec Didier Chabiteau, et il y avait un politique qui est venu nous dire, avec la première diapositive, il nous a dit, voilà, pour les politiques, la santé, il n'y a que des coups à prendre. Voilà, c'était donc tout ça, c'était mettre la poussière sous le tapis. Alors un élément, c'est le problème de la gouvernance du système de santé, là où on a effectivement une partie de la santé qui est sous les hôpitaux sont sous la DGOS et la médecine libérale, qui n'est pas tout à fait libérale puisqu'elle est financée avec des fonds publics. D'ailleurs, il faut trouver un terme, parce que ce n'est pas l'économie de marché, hein, c'est plus robuste. C'est des médecins qui sont payés à l'acte avec des missions de santé publique. Hein. Enfin, donc, le terme de libéral est un terme qui n'est pas tout à fait adéquat. Et, on a des purs, entre guillemets. Hein. Oui, mais qui se déconventionnent. Oui, voilà, ils sont secteur 3. Mais ils sont rémunérés avec de l'argent public. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les cliniques privées sont financiarisées, parce qu'elles savent très bien qu'elles vont être derrière solvabilisées, qu'elles sortent de l'économie du marché. On a vraiment, est-ce que dans la réforme de la gouvernance qu'on pourrait imaginer, c'est regrouper un petit peu, parce qu'on a vraiment un système de santé qui est bicéphale. Les hôpitaux, c'est la DGOS, c'est le ministère, et la médecine dite libérale, c'est la CNAM. Et ah bah non, j'ai les médecins libéraux, ah non, moi c'est la convention, c'est pas le statut. Est-ce qu'on pourrait imaginer déjà, c'est mieux de marcher sur deux jambes que sur une seule. A priori, on est plus à l'équilibre, mais bon. Non, mais pour cette histoire de la CNAM, il y a quelque chose qui est fantastique, c'est les négociations conventionnelles. Moi, je les ai vécues, elles ont échoué. Bon, tout le monde a fait tout pour que ça échoue, mais c'est pas grave, ça. Alors, on dit toujours, c'est pas le ministre. Enfin, moi, j'ai fait quand même une lettre de cadrage au directeur de la CNAM. Ouais. Et puis, on se voyait avant ces réunions. Donc, alors, est-ce qu'il faut systématiquement... C'est très politique, ça. C'est-à-dire qu'on met au front un directeur de la CNAM qui prend tous les coups, et le politique, il est derrière, propre, puis il vient à la fin, il rajoute tant de millions, le ministre, et puis tout le monde dit, oh, c'est extraordinaire, merci, monsieur le ministre. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas mon caractère. Mon caractère était d'aller au front. Et j'ai vu les syndicats médicaux, les syndicats des professionnels de santé. C'est pas de se cacher derrière quelqu'un. Tant qu'on se cache derrière la CNAM, eh ben, la CNAM, forcément, a du pouvoir. Oui, non mais on est tous un peu dans on a tous grandi ensemble, les médecins, aussi bien libéraux que ça. On a eu, puis après, par des parcours différents, certains ont été hospitaliers publics. Et donc, voilà. Une fois qu'on a divergé, entre guillemets, on passe notre temps à nous taper dessus. Est-ce que, ce qui est malheureux, parce qu'on a tous... Parce qu'on est dans cette logique de l'offre. Parce qu'on est dans cette logique aussi du statut. Pas de la réponse aux besoins. Oui, alors... Si, la réponse aux besoins, pour moi, elle est simple. Je vais prendre un exemple qui ne ressemble à rien. Je le dis pour qualifier. Prenez un territoire où il y avait de la sidérurgie, où il y avait des mines. On est vachement surpris de voir qu'il y a plein de pathologies pulmonaires et respiratoires. Bon. En plus, vous êtes frontalier avec un pays où le tabac est 10 fois moins cher, j'exagère à peine, il y a plein de fumeurs. Donc on va trouver quoi? On va trouver des pathologies pulmonaires, des cancers, on va trouver des pathologies cardio-circulatoires. Globalement, c'est ça le besoin majeur de cette population. On construit bien la réponse de cardiologie, avec du public et du privé qui finalement s'entendent pas trop mal. On n'a pas de réponse de pneumologie. Par contre, vous allez trouver 3 établissements, 4 même, qui font chacun de la chirurgie vasculaire, chacun avec 1 ou 2 chirurgiens, et ça répond largement aux besoins. Parce que la question, c'est pas de se dire, peut-être mieux qu'on développe plus la pneumologie et un petit peu moins la chirurgie vasculaire.
Qui aura le courage demain de dire aux doyens de fac de médecine et aux professeurs de nos universités, pendant, je dis n'importe quoi, je précise, pendant 5 ans, on ne fait plus d'interne en chirurgie digestive. Parce qu'on en a assez, mais par contre, on a besoin de psychiatres et de pédiatres. Et c'est ça qu'il faut faire. Comment? Mais sauf si ça ne répond pas aux besoins. Si on est dans une logique de réponse aux besoins, si les gens travaillent ensemble pour une fois. Regardez le Covid, on a bossé ensemble. C'est extraordinaire. Tout le monde a dit c'est magnifique, qu'est-ce que ça a bien marché. Puis après, on a vu l'après-Covid, on revenait aux vieilles habitudes et c'est là que tout le monde se barre de l'hôpital. Mais non, je pense que vraiment avoir une politique qui répond à ces besoins et qui très clairement, ce qui est en train d'essayer de se faire sur la permanence des soins, je suis content, c'est moi qui l'avais lancé. Permanence des soins, on rediscute la permanence des soins secteur par secteur. Est-ce qu'il est normal que le privé ne fasse pas de permanence des soins? Alors que des fois, ils ont plus de spécialistes dans le service privé qu'à l'hôpital, qui se tapent à 2 docteurs toute la permanence des soins. Ben non, on n'est plus dans une logique d'offre, on est dans une logique de réponse aux besoins. Donc ça va être qui répond à la permanence des soins sur ce territoire, avec suffisamment de docteurs pour que ce soit viable, c'est-à-dire au moins 6. Après, on voit, si le public et le privé répondent, ben, on fait un cahier des charges et on voit qui prend la permanence des soins. Si personne ne peut répondre, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, ben on leur dit, vous travaillez ensemble. J'ai connu à Nancy, quand j'étais étudiant, tu dois t'en souvenir, Qualifé, que la clinique de traumato prenait toutes les gardes de traumato le jeudi, et puis un week-end sur 2. Bon, bah, c'était comme ça. Pourquoi pas? Et par contre, bah, s'il n'y a que 2 docteurs d'un côté, 3 de l'autre, et que personne dit on veut faire, bah, c'est le boulot de l'ARS de dire bah, voilà comment on va l'organiser. Ouais, je vais vous envoyer mon mémoire, là, parce que c'est le thème de mon mémoire. Je sais que vous avez un timing, on va autoriser 2 questions. Il y en a une. Oui, juste une chose. Je suis Carole Mette, infirmière, et je voulais vous donner un petit peu le point de vue des paramédicaux, parce que vous avez abordé le point de vue politique et le point de vue des médecins, mais on n'a pas parlé finalement la santé, d'une façon assez peu du point de vue des paramédicaux. Et en fait, je pense que pour avoir une relation saine entre les politiques et les paramédicaux, il y a 3 paramètres à prendre en compte pour avoir un petit peu vécu toutes ces choses-là. Il y a le manque de reconnaissance. D'une part, vous ne pouvez pas avoir de relation de confiance s'il n'y a pas de reconnaissance. On parle beaucoup de délégation et de protocoles de coopération. Malheureusement, comme vous le savez, ils ne sont pas du tout valorisés financièrement. On ne peut pas avoir cette expertise sans reconnaissance derrière. Donc, vous le savez, moi, je l'avais évoqué au sein du groupe témoin pendant la refonte du métier d'infirmier. Ça a aussi été évoqué par l'IGAS au sein du rapport sur l'évolution de la profession infirmière. Et finalement, ce sujet n'a pas du tout été abordé, comme pour beaucoup de choses, comme pour les IPA, comme pour beaucoup de choses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, ça aussi je l'ai constaté, en fait, si vous voulez, j'ai beaucoup interagi avec le président de l'ordre infirmier à l'époque, Patrick Chamboredon, en 2023, et aussi avec le CNP infirmier, parce que je suis personne qualifiée en cardiologie au sein du CNPI. Et donc, je vois bien, en fait, cette espèce de plafond de verre qu'il y a au-dessus de la tête des instances paramédicales. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas être pris au sérieux et de ne pas être suffisamment entendu, d'une part, mais aussi de ne pas être suffisamment impliqué dans les grandes décisions de santé. Donc peut-être qu'au niveau politique, il y a un truc à faire là-dessus, réellement nous impliquer davantage, nous écouter davantage, et la reconnaissance, forcément, tout ça, c'est lié. Si vous voulez avoir une relation saine avec nous et peut-être améliorer les décisions en santé, peut-être qu'il faut davantage solliciter les paramédicaux. Voilà. Alors, je suis d'accord, mais moi j'ai une question en retour. On écoute qui? Parce que c'est le même problème avec les médecins. On écoute qui? Le Conseil de l'ordre? Les intersyndicales? Les sociétés savantes? On écoute qui? Au sein de chaque CNP, il y a différentes associations regroupées, vous le savez. Donc, après, alors on écoute les CNP? Le président du CNP, le bureau, fait appel aux personnes qui vont bien. Les CNP, d'accord, mais en face, on va écouter quoi? La Fédération des CPTS, les URPS, l'UNPS, Après, je prétends pas que c'est simple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce chaque profession de santé doit faire le ménage chez elle et dire, dans ces discussions, je suis représenté par un tel. Et tout le monde suit. Parce que tout le monde donne son avis quand il y a quelque chose. Politique, il n'est pas idiot, il va prendre l'avis qui l'intéresse. Puis il dira, c'est pas moi. C'est la Société française de cardiologie qui a dit qu'il fallait faire comme ça. Même si tous les autres ne sont pas d'accord. Toutes les spécialités ne sont pas organisées comme la cardio où tout le monde se cause. Donc, on a la CNP, je peux le dire, on a la CNP enfin bon,
je laisserai en parler le président de l'Institut français de cardiologie. Mais les CNP, en plus, on a un c'est toutes les CNP, spécialités. non, on a un CNP de cardiologie qui est assez dynamique et assez exemplaire en tout cas. Oui, mais on ne peut pas recevoir toutes les CNP. Dans la dernière version. Allez, on va Oui, faire vous deux étiez ministre de la Santé et de la Prévention, et maintenant, la ministre est ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Et on voit très bien que le problème de la permanence des soins qui se pose sans arrêt aux élus locaux, c'est un gros problème dans l'harmonisation entre les CPTS, le privé et le public. Et justement, on a l'impression que l'accès aux soins peut être favorisé s'il y a des lois fortes qui viennent, qui imposent les gardes en fonction de pas de parce que là, on n'y arrive plus dans les. Vous savez, les gardes, oui. Il y avait moins de médecins qui faisaient des gardes avant 2002 qu'après. Ça semble complètement aberrant. Mais voyez le nombre de médecins qui se faisaient exonérer par le Conseil de l'ordre de garde, de généralistes. Aujourd'hui, on a grosso modo 50% des généralistes qui font des gardes. Il y avait moins de 50% avant 2002. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est pas en imposant les choses qu'on avancera. Je pensais des gardes FHF, FHP, je veux dire entre. Je parlais de ces gardes-là. Je parlais pas des. Il y a une question dans la salle et puis après Bernard Young, le président de l'association, posera une question pour conclure. Il y a juste une question parce que le ministre a un agenda et il a un train. Il y a une grève SNCF demain. Monsieur le ministre, on vous remercie. J'ai eu l'occasion et la chance de vous voir visiter le service où je travaille. Je suis docteur Hassani, chef de service à Rodez. Vous êtes venu à l'époque. Donc, vous avez parlé du dialogue et la compréhension entre administrateurs, entre politiques et le monde médical et, je dirais, le monde soignant, d'une manière générale. C'était peut-être difficile. À mon avis, ça va l'être davantage. Il y a une problématique liée à la mutation que vous avez bien soulignée. Personne ne veut s'engager. On n'a personne qui veut assister à des réunions d'importance majeure qui n'est pas de l'ordre de la réunionite, mais qui va gérer ou parler de la gestion de l'offre médicale. J'impose et j'insiste avec des collègues pour assister avec nous à certaines réunions. Ils sortent, ils disent « on n'a rien compris ». Mais s'ils n'y vont pas, ils ne vont jamais rien comprendre. Donc, jeter toute la responsabilité sur le politique et l'administrateur, je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Non. Il y a une grande part de responsabilité de notre monde soignant d'une manière générale, davantage des jeunes et des plus jeunes qui veulent de moins en moins s'engager sur toute autre minime responsabilité autre que le soin. Oui, mais c'est là la mutation. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous n'avez pas les forcer avec un fusil dans le dos de devenir chef de service. Donc pourquoi ils ne veulent pas? Parce que ça ne les intéresse pas, parce que ce n'est pas attractif. C'est à nous de rendre ça attractif. Bernard va poser la dernière question. Bernard Young. Alors une question un peu microscopique par rapport à tous les sujets que vous avez abordés, mais qui me tient à cœur. Vous avez parlé à un moment, vous avez fait allusion à la compréhension de l'aspect scientifique de la médecine, y compris avec certains qui disaient qu'il faudrait qu'il y ait un scientifique derrière chaque politique. Puisque vous avez été en fonction peu de temps après le Covid, est-ce que vous avez perçu un effet négatif de tout ce qui s'est passé pendant le Covid, avec, comme vous l'avez très bien signalé, des prises de parole extrêmement fréquentes, et on peut le dire, qui allaient dans tous les sens, et qui n'ont pas toujours rendu, qui n'ont pas toujours été à la hauteur des impératifs scientifiques que tout médecin, ou tout au moins un peu impliqué au minimum dans la recherche, se devrait défendre. Je veux dire qu'à l'époque, moi, j'étais absolument affligé en me disant, mais on se tire une balle dans le pied du matin au soir. Est-ce que vous pensez que ça a laissé des traces? Oui, ça a laissé des traces, bien sûr. Il y a une perte de la part de la population, il y a une perte de confiance par rapport au discours médical. Moi, je l'ai vu avec toutes les discussions que j'ai encore eues sur la vaccination, c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que même maintenant, dire les vaccinations obligatoires de l'enfant, il faut s'accrocher. Hein. Il y a encore des gens qui vous affirment, y compris à des niveaux élevés, que la vaccination ne sert à rien, etc. Oui, il y a eu une cacophonie. Tout le monde voulait être sur le devant de la scène. Et les journalistes savent bien s'en servir. Vous n'avez plus d'émissions qui permettent de traiter des sujets de fond
dans le domaine de la santé, de la prévention. C'est fini. Merci de ce constat, même s'il n'est pas très valorisant pour notre environnement. Est-ce que vous nous autorisez encore une question? Allez, une rapide. Franck Albert, Chartres. Alors, ouais. Comme toutes les études supérieures. Hein. Alors, je vais répondre de façon succincte, parce que vous avez des parlementaires qui répondront comme moi derrière. Déjà, un désert médical, je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas le qualifier. On dit c'est quand on a moins de 90 médecins pour 100 000 habitants. Et 90 médecins, c'est la moyenne. Est-ce que ça veut dire que c'est un désert médical? Les Allemands, c'est 60. Si on applique le chiffre allemand, on a 2 déserts médicaux en France, c'est Wallis et Futuna et Mayotte. Donc c'est quoi un désert médical? Ça, c'est la première question. Et quand on raisonne comme ça, on raisonne encore sur l'offre et pas sur le besoin de soins. Je vous donne un exemple qui est très parlant. 2 départements. Un département A, un département B. Je vous dirai lesquels c'est après. Le département A est identifié comme un désert médical. Le département B, on n'arrête pas de lire partout qu'il y a un médecin à chaque coin de rue, qu'il y a trop de médecins. Vous avez la logique d'offre, vous dites je prends des médecins du département B, je les mets dans le département A. Ça va régler tous mes problèmes. Oui, mais dans le département A, on vit 1 an plus vieux que dans le département B. Parce que les médecins, ils sont là pourquoi? Les besoins de santé du département A sont de toute évidence pas les mêmes, puisque les gens y vivent mieux et plus longtemps que dans le département B, où il y a plein de docteurs, mais ils meurent plus vite. Le A, c'est la Mayenne, le B, c'est la Côte d'Azur. Voilà. Donc là aussi, de quoi parle-t-on? Pour moi, ce discours sur le désert médical avec une densité de médecins, ça ne veut rien dire. Rien du tout. Oui. Bon, moi, je vais être un peu quand même tourné, mais la situation est tellement grave, il y a une telle... Alors, je ne sais pas désert médical, il y a une inégalité de répartition. En tout cas, il y a des... Oui, mais prenez les chiffres, prenez les chiffres Doctolib. Alors, le chiffre, le thème de mon mémoire, c'était justement, il se rapprochait de votre thème, c'était adapter l'offre de soins aux besoins de santé. C'était à partir de la base des indicateurs. Je suis dans un département qui est dans la région parisienne, qui est la Seine-Saint-Denis. C'est le département le plus pauvre de France. Tous les indicateurs de santé sont mauvais. Surmortalité cardiovasculaire, prévalence du diabète. Tous les indicateurs sont surmortalité néonatale. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce département, il est dans la région la plus riche de France. Voilà. Et l'offre de soins, en termes de tout, hein, nombre de médecins, nombre de lits, nombre d'autorisations, voilà. Et voilà, donc c'était, le concept, c'était faire un peu, comme on l'a fait sur l'éducation nationale ou sur la sécurité, le concept de créer des zones de santé prioritaires et adapter l'offre de soins par rapport aux indicateurs de... L'obligation d'installation existe déjà en France. Elle existe. Ça s'appelle les médecins hospitaliers. Vous êtes médecin hospitalier, vous ne pouvez pas vous installer n'importe où, vous allez où il y a de la place. Ah bah mince, il y a de la place partout. Le nombre de PH, il est inférieur en Non, mais je suis d'accord. Voilà, le nombre d'emplois. N'importe qui peut aller s'y installer. Oui, mais le nombre d'emplois de la fonction publique, il est inférieur de la fonction publique hospitalière. C'était le thème. Je vais vous l'envoyer, mon mémoire. Je vais terminer là-dessus, il va vraiment falloir que j'y aille. Je vous invite à aller regarder le rapport de l'adresse de décembre 2021
sur justement cette problématique de déserts médicaux. C'est un rapport remarquable. Je ne dis pas souvent ça de l'adresse, mais là, si, quand même. Et in fine, la chance pour qu'un jeune vienne s'installer dans un désert médical, si on parle de déserts médicaux, même si je ne sais pas ce que c'est, quand il provient de cette zone, il y a 7 chances sur 10 pour qu'il vienne s'installer dans cette zone. C'est le seul truc qui marche. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt réfléchir sur, et je l'ai dit aux parlementaires, je l'ai dit aux responsables des collectivités territoriales, peut-être que dans votre coin, vous pourriez faire un truc pour un jeune qui veut faire médecine et, par exemple, en première année, lui payer la formation parallèle là, pour qu'il ait son concours, puisque tout le monde fait ça maintenant. Mais réfléchissons là aussi autrement. Allez, une toute dernière, mais très vite. Oui, oui, mais bien sûr. Oui. C'est d'avoir une babysitter pour les gamins, parce que la femme jeune, elle veut bien travailler, mais pas au-delà de 18h, etc. Mais au sein d'une région même, il y a des fois... la densité des cardiologues... Allez, je suis désolé, il faut vraiment que j'y aille parce que mon train est le dernier. Donc...